le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Sans savoir un mot de pédagogie, je n'ignorais pas qu'il fallait la détruire pour en instaurer une, la vraie, qui fut anarchiste. La tendresse, on nous interdit de la témoigner. Et les enfants, ils la méprisent. La reine des enfants n'est pas la reine des hommes. Au lieu de se prosterner devant l'intelligence ou la beauté, c'est la force qu'ils adorent. Ceux qui ne veulent pas trahir leur classe espèrent au moins la dominer. Fonctionnaire ou jaune, voilà l'idéal de ces enfants d'ouvriers. Albert Thierry, c'est 10 ans d'activité intellectuelle intense entre sa sortie de l'école normale supérieure, où il fut un élève particulièrement brillant, et ses derniers cahiers de tranchée. Albert Thierry, c'est un fils de maçon, d'un gars du bâtiment, comme on disait à l'époque, né le 25 août 1881, mort le 26 mai 1915, dans les tranchées de l'Artois d'une balle dans la nuque. Très tôt, Albert Thierry fréquente les anarchistes pour lesquels il a beaucoup de sympathie. Il dit de Proudhon que c'est son véritable maître à penser. Albert Thierry, c'est surtout l'auteur d'un ouvrage extraordinaire, unique, d'un journal d'instituteur, L'homme en proie aux enfants, journal dans lequel il consigne son expérience de jeune normalien confronté à des élèves qui ne veulent pas entendre les grandes œuvres, la culture, tout ce pourquoi Albert Thierry vibre, tout ce qu'il veut leur transmettre. Je leur lis un chapitre des Misérables. Nous vîmes un homme qui passa près de nous. C'était un homme tout nu, couleur de cendre, monté sur un cheval couleur de terre. Ici, Thomas, le brutal au trait inachevé d'hydrocéphale, éclata grossièrement de rire. Je le punis avec colère et tristesse. Et le plus âgé des Louis, maigre et souffreteux, si gauche qu'il semblait avoir un squelette en spirale, rageur et injurieux pour comble. On ne comprend pas, gémit Louis à propos de Musset. Il y a trop d'images. Je dicte du Verhaeren. La liberté du rythme froisse Charles. Puriste inattendu. Il grogne. Des vers comme ça, j'en ferais bien autant. Moi, je souffrais. J'étais humilié. Je plaignais la beauté. Ce que découvre Albert Thierry, ce qui ne va cesser de l'obséder tout au long de son expérience professionnelle, c'est la résistance des élèves à l'enseignement que lui-même leur apporte. Refuser à la fois une pédagogie au forceps, une pédagogie qui impose, qui décaractérise les élèves, comme dit Albert Thierry, et d'autre part, refuser de se résigner, refuser d'abandonner, refuser de démissionner en disant que les élèves n'auront jamais accès à la culture. Telle est la voie étroite, le chemin étroit qu'il va tenter d'emprunter pendant les années où il enseigne. D'accord. Objet et objet. C'est toujours oh là là. Non. On ne change pas ces objets, on ne change pas les objets. Non mais il est avec moi, il est dans mon groupe. Il est dans mon groupe. Ah d'accord, alors répète son objet à quelqu'un d'autre. Ah moi alors. Je fais le fou, mais ça t'arrive. Ah oui, d'où la réplique, votre noble fils est fou. Non, c'est nul. La phrase, il y a une œuvre différente. Dans le Danemark, c'est quoi? Ah, c'est vous? Qui est-ce qui a les fleurs? Non, les phrases ne sont pas de moi. Vous avez quelque chose contre le Danemark? Non, j'ai rien contre le Danemark. C'est pas gentil de dire ça. Ah d'accord. Allez, allons-y. Fixe, intensifiez les émotions. Allez plus loin physiquement là. 10 fois plus gros. Réplique. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. Encore plus fort. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. Vous avez dit c'est Hamlet, mais à cause de quoi? Vous avez appris Hamlet par cœur quand vous étiez en maternelle et... Un seul à la fois, je vais entendre Gémuel. Le crâne, oui, c'est une image très célèbre. Hein. Donc en fait, quand on a un texte, au début, ça peut être on peut être un peu distant. Et on donne de la résistance. Depuis de l'année, on a vu comme œuvre, on a vu Don Juan. On a vu on a vu. J'ai un trou là. Non mais j'en ai vu.
J'en ai lu plutôt. Ah oui, L'île aux esclaves de Marivaux. On a joué aussi dessus. Je n'aime pas tes façons. Tu partiras pour l'Angleterre, la sûreté du royaume, incompatible avec ses lunettes. Parce que moi, les chaudes, pas omelette. Non, omelette. Donc les élèves sont dans des vies, sont dans des habitudes, sont dans des réflexes, par exemple, de télévision, de consommation de télévision, ou sont dans des préoccupations personnelles tragiques ou futiles ou amoureuses, etc. Donc ils sont toujours dans un état qui est à eux et qui n'est pas forcément la disponibilité qu'on rêverait par rapport à une œuvre. Veux-tu m'assassiner ? Il m'a prise par le poignet et m'a serré très fort. Hélas, il est fou. Faisons part de ce que nous avons vu cette nuit au jeune Hamlet. De quel droit proposer cette culture à des enfants qui ont peut-être besoin d'autre chose ou qui n'en sont pas forcément demandeurs explicitement? Moi, je crois que c'est une façon de survivre. Je veux dire, ces textes-là, pour moi, c'est des textes de survie. Qu'avez-vous fait du cadavre, monseigneur? Hamlet, je bois à ta santé. Il y a des fois où on comprend pas trop ce qu'il a voulu dire. On n'est pas du tout dans le même trip. Donc là, c'est pas top, là. Mais une fois qu'on est bien dedans, qu'on est bien imprégné, qu'on arrive bien à ressentir ce qu'il a voulu dire ou les idées qu'il a voulu faire passer, ben là, ça va. Et une fois que la personne a dit sa réplique, c'est pas... Je dis ma réplique, ah, ouf, d'accord, et je me dégage. La prof, c'est sûr, elle joue beaucoup, parce qu'elle nous capte, donc ça nous intéresse. La littérature, ça permet une pédagogie du détour, de parler des choses par le biais d'autres gens qui en ont parlé avant nous, mais qui en ont parlé avec une forme, avec une langue. Quand il y a un conflit entre prof et élève, par exemple, je trouve ça bien de déplacer les choses vers un troisième pôle qui en a parlé avant nous et qui a dit ça, et qui a montré ça, de mettre un peu d'air dans ces tensions. Ce qui se joue à travers la rencontre de l'œuvre, c'est la capacité d'accéder à la culture sans pour autant passer par les fourches caudines d'une normalisation scolaire excessive. Thierry avait horreur de ces programmes rigides et de cette discipline imposée, et il trouve dans le chef-d'œuvre, dans l'œuvre littéraire, il trouve cette possibilité offerte à l'adolescent qui est en face de lui, de rencontrer sans se soumettre, de rencontrer un texte avec lequel il va entrer en relation, qui va l'amener à réagir, qui va l'amener à être lui-même et non pas à obéir à ce qui lui vient de l'extérieur. L'œuvre est une grande œuvre parce qu'elle m'offre la possibilité d'exprimer en face d'elle ma propre liberté. On va continuer l'histoire d'Ulysse. Et j'aimerais bien qu'on revoie un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pensez à ce qu'avait dit Tirésias. Mangez pas les animaux de violence, vous en mourrez tous. Voilà, sinon vous en mourrez tous. Bien. Et alors? Les marins ont mangé les animaux. Et bien sûr, oui. Les marins n'ont pas tenu. On essaye de relire ça dans nos textes un petit peu. Qu'il ne faut pas tuer les brebis et les vaches qui appartiennent à Zeus. Ils emmènent donc ce texte chez eux et ils ont à charge de le coller dans un cahier qu'on appelle le cahier de lecture. Et ils peuvent le décorer, le colorier, l'illustrer comme ils ont envie. Et ça leur sert en même temps de support de lecture, c'est-à-dire ils peuvent relire leur lecture le soir à la maison. Ouais, mais là c'est une sirène, leur chant mélodieux qui peut couler le bateau et où il peut se taper un rocher pour y aller et après il coule. Ouais, et il me rend en squelette. Ben, j'aime bien Ulysse parce qu'il affronte des dangers, après il les sauve. Athéna protège Ulysse. Athéna c'est une déesse de la guerre. Ça me fait un petit peu peur. Quand il y a Scylla aussi. Et Caribe. Tu nous expliques ce que c'est, Scylla et Caribe? C'est un monstre. Oui, et Caribe? Un tourbillon. Bien. Ensuite. C'était un pari audacieux que d'utiliser ces textes mythologiques dès la grande section de maternelle
En fait, les enfants ont besoin de textes qui soient très imagés. Et en ce sens-là, l'Odyssée nous rend vraiment service. Les images se créent tout de suite, l'imaginaire est tout de suite en fonction, et chacun, à partir de sa propre vie, va projeter des images qui vont lui être propres, mais il va avoir l'occasion de les échanger, de les confronter, d'en discuter. Et donc, à tout âge, en fait, de la scolarité, on peut retravailler les histoires d'Homère, avec son niveau de compétence, avec la personnalité que l'on a à ce moment-là, et on sent qu'à chaque fois, il y a une nouvelle construction qui se crée. C'est vraiment une richesse pédagogique extraordinaire pour nous que d'utiliser ces œuvres-là. Mais Poséidon surgit de la mer et souffle très fort. Et qu'est-ce que vous cherchez dans la nourriture et de l'eau douce? Alors je dois chercher 2 compagnons. Pourquoi reste-t-il essentiel aujourd'hui finalement de mettre les enfants et les adolescents en contact avec les grands livres? Parce que le livre est le lieu où on peut réécrire indéfiniment sa propre histoire en lisant l'histoire de l'autre. Parce que le livre est le lieu où l'on peut entendre la tradition et projeter dans les interstices, dans les interlignes, ses propres préoccupations. Parce que le livre est un compagnon que l'on peut éternellement refeuilleter et qui nous livrera toujours de nouveaux messages. Parce que ces grandes œuvres-là restent des œuvres qui nous permettent de trouver du sens à notre propre vie, non pas le sens de ces œuvres, mais le sens de notre vie, confrontée à de nouveaux problèmes, mais éclairée par la culture des hommes. Nous sommes à Sampuy, dans le département de l'Oise, dans la cour d'un orphelinat. C'est ici que la Troisième République, celle de Jules Ferry, de Ferdinand Buisson, de l'école laïque, gratuite et obligatoire, a permis de 1880 à 1894, et pour la première fois dans l'histoire de l'éducation, la mise en pratique de méthodes pédagogiques prônées par les militants révolutionnaires, socialistes, anarchistes. C'est ici plus spécialement qu'un pédagogue, aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli, Paul Robin, mettra en œuvre sa théorie révolutionnaire de l'enseignement intégral. C'est ma liberté. Quoique né en 1837 dans une famille catholique bourgeoise, Paul Robin devint très vite un militant anarchiste révolutionnaire convaincu. Il aura une vie très tumultueuse, sera plusieurs fois mis en prison, exilé. C'est d'ailleurs au cours d'un de ses exils en Suisse qu'il rencontre Ferdinand Buisson. Et ce même Ferdinand Buisson confiera à Paul Robin l'orphelinat de Sampuy. Et là, dans cet orphelinat, Robin va tenter de mettre en œuvre son idéal pédagogique. Quel est cet idéal pédagogique? Il consiste à affirmer l'égalité radicale de tous. Plus d'intellectuels et de manuels, plus de barrières entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent, plus de barrières entre les littéraires et les scientifiques, plus de barrières entre les garçons et les filles. Tout le monde doit pouvoir accéder à tous les savoirs. C'est l'égalité radicale de tous devant l'instruction, devant l'éducation. Alors la question que nous pose Paul Robin, à travers ses expériences pédagogiques, c'est: suffit-il de décréter l'égalité entre garçons et filles, l'égalité quelles que soient les origines sociales, pour que cette égalité passe vraiment dans les faits? Les corrections de tout ça, hein? On se situe dans une filiation lointaine, mais une filiation parce que il apparaît effectivement que les enfants sont mis dans un cadre
qui s'approche du mutualisme ou du tutorat mis en place par Robin et par d'autres aussi à la suite à l'époque. Donc c'est vrai qu'on est dans cette mouvance-là de formation, auto-formation. C'est en droite ligne dans la philosophie qu'on a pu rencontrer chez Robin. Je travaille avec Modibo. Il n'a pas progressé, il a loupé plein de séances. Il ne veut plus travailler quand je lui explique quelque chose. Il se fout de moi quand il lit et il ne fait pas d'efforts. Je passe mes récréations à le chercher. Donc là, je sais pas, mais très négatif. Ça, c'est pas... Donc est-ce que, en fait, le problème, c'est peut-être que c'est pas un problème de lecture, là. Mais ce qui est bizarre, c'est que Modibo, c'est un garçon. La personne qui a écrit celui-là, c'est un garçon. On dirait qu'il travaille mieux avec les garçons qu'avec des filles. Faudra peut-être lui poser cette question-là. En 1880, quelques années après la Commune de Paris, c'est dans un climat de véritable guerre idéologique et scolaire que Robin devient directeur de l'orphelinat de Sampuy. Les républicains veulent se battre. Ils ont conclu une alliance entre la frange éclairée de la bourgeoisie et la frange réformiste du mouvement ouvrier, mais ils ont besoin d'autres alliés. Ils vont les chercher chez les militants révolutionnaires comme Paul Robin. Robin est séduit par le discours de Jules Ferry. On y parle d'anticléricalisme, de lutte contre l'emprise de la religion sur les enfants. On y parle de liberté et d'émancipation. Et quand Robin entend émancipation, ça résonne très fort en lui parce que c'est ça précisément, son idéal pédagogique. Alors là, par contre, on va lire ce texte à voix haute. Celui-là ? Oui. Ok. Je me souviens que en CO2, on avait escaladé un mur. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire barbelé? Non, c'est des fils avec des petits pics qui empêchent les animaux de passer. On partait à pied. Non. À pied. Pied sur le chemin. Robin veut une société parfaite, une société qui subvertisse toutes les formes d'autorité, de ceux qui disent ce qu'il faut faire. Paul Robin veut réaliser une véritable république d'enfants, fondée sur l'égalité, la liberté, la fraternité. Et à Sampuy, dit-il, nous marchons vers ce beau rêve. Alors le tutorat ou l'enseignement ou l'atelier mutuel, c'est quelque chose qu'on met en place parce qu'on a évidemment l'impression que les enfants vont expliquer les choses d'une autre manière que la nôtre, d'une part. D'autre part, ça remet un peu le savoir à un niveau plus proche des enfants. C'est quelque chose qui est accessible. C'est un pouvoir accessible pour eux, dont ils vont pouvoir se servir pour aussi progresser. C'est-à-dire que le tuteur progresse autant que le tutoré, si on peut l'appeler comme ça, que celui qui est en formation. À ce niveau-là, c'est une pédagogie qui fait appel à une autre philosophie qu'on peut appeler anti-autoritaire ou non autoritaire, dans la mesure où effectivement il y a un partage de cette transmission de savoir. Donc il n'y a pas que les adultes qui sont détenteurs de ce savoir. Mais, et en parallèle, ça met donc les formateurs officiels, donc les instituteurs ou les professeurs, dans un espèce d'inconfort, un déséquilibre, qui est à mon avis quelque chose qui est une dynamique nouvelle. Et désormais, pauvre princesse, ayant trouvé le fruit magique, cette banane, un peu trop faite, un peu trop blette, elle se retrouve un peu moins chouette qu'elle aurait cru. Borner l'éducation des enfants du peuple à l'apprentissage d'un métier, c'est, dit Robin, la forme moderne de l'esclavage. Et évidemment pour lui, il n'en est pas question. Le travail technique ne commençait qu'après l'obtention du certificat d'études.